年轻时啊，24万，24万斤。哦，他年轻时啊，24万斤。L'atmosphère a bien changé en Chine depuis le début des années 80. La révolution culturelle est finie. Mao Tse-tung n'est plus. Ce peuple pense davantage à vivre mieux qu'à l'idéologie. Et l'argent ne manque pas. Les Chinois s'intéressent aujourd'hui à mieux connaître les caractéristiques de la civilisation occidentale, mais en profondeur restent fidèles à leurs traditions. Quatre Chinois sur 5 vivent de la terre. Dans les campagnes, tout paraît immuable depuis des générations. La vie se concentre au cœur du village, du clan, de la famille. La civilisation chinoise remonte à plus de 5000 ans, mais elle n'est jamais restée repliée sur elle-même. Elle a subi bien des influences extérieures, comme le bouddhisme par exemple, et pendant plus de 3 siècles, au cours du dernier millénaire, la Chine a connu la domination étrangère. Mais elle n'a cependant jamais perdu son identité. La culture chinoise a survécu, identique à elle-même. Les Chinois ont toujours été persuadés que leur pays était au centre du monde, la plus grande nation sous la voûte céleste, l'Empire du Milieu. Le tonnerre est le cri sorti de la gueule du dragon. Et c'est le dragon qui apporte la pluie. Pour une population vouée à l'agriculture et concentrée presque à l'excès sur les terres productives, l'eau est le plus vital des bienfaits de la nature. La juste mesure donnera de belles récoltes. Pas assez, ce sera la famine meurtrière. Trop, ce seront les inondations destructrices. C'est pourquoi, depuis toujours, le dragon symbolise le pouvoir qui peut apporter aux hommes la prospérité ou le désastre, la vie ou la mort. Un autre pouvoir, tout aussi important, s'exerçait jadis depuis le ciel. Dès les premières dynasties, les empereurs, dits les fils du ciel, avaient réussi à faire de la Chine l'État le plus centralisé des 5 continents. La place de la paix céleste à Pékin, au cœur de la cité impériale, est le centre de gravité de la nation tout entière et le point de rassemblement des visiteurs venus de toutes parts. Les dirigeants communistes d'aujourd'hui sont, comme le furent les empereurs d'autrefois, confrontés au même problème. Comment gouverner un si vaste ensemble en préservant l'unité? Une réponse y fut apportée par celui qui donna au pays son nom de Chine et fonda la dynastie des Qin, Qin Shi Huangdi, premier empereur de Chine. Son tombeau est à Xi'an dans le nord-ouest. La légende dit qu'un palais fut bâti sous terre et que le sol représentait une immense carte de la Chine où coulaient des rivières de mercure. Le tombeau n'a pas encore été fouillé par les archéologues, mais en 1974, des paysans, en creusant un puits dans un champ avoisinant le tumulus, firent la plus extraordinaire découverte de tous les temps. Ils mirent à jour des statues de terre cuite, grandeur nature, des soldats en armure par centaines.
de 7000 hommes et de 500 chevaux ont été dégagés jusqu'à présent. Toute une armée rangée en bataille, gardant le tombeau de l'empereur sur plus d'1 kilomètre. Les visages, les armures, les coiffures, d'une fidélité stupéfiante, comme pétrifiés depuis 22 siècles. Qin Shi Huangdi fut le maître de l'univers, disent les historiens chinois. Il tint le monde sous son sceptre et sa puissance s'étendait jusqu'aux 4 mers. Il laissa la réputation d'un être sanguinaire. Ses soldats étaient féroces et brutaux. Il mata l'anarchie des royaumes combattants et unifia le territoire sous une autorité désormais sans partage. Ayant rassemblé les provinces sous sa férule, il s'empressa de les protéger contre les agressions extérieures et bâtit la fameuse Grande Muraille de Chine. Ce que l'on peut en admirer aujourd'hui fut construit bien plus tard. La Grande Muraille n'a jamais été un mur continu courant tout au long de la frontière du Nord, mais pendant 2 millénaires, elle symbolisa l'unité du pays et la frontière entre la civilisation en deçà et la barbarie au-delà. Mais elle symbolise aussi la souffrance et l'oppression. Pas un Chinois n'a oublié que des milliers et des milliers de pauvres laboureurs requis par le pouvoir pour édifier la muraille périrent à la tâche. Le souvenir de Shi Huangdi n'a jamais laissé le peuple chinois indifférent. Sur cette image qui le représente, les yeux ont été effacés en signe de haine contre la cruauté qu'il manifesta dans son entreprise d'unification. Il fut l'un des premiers potentats du monde à brûler les livres malpensants et à réduire au silence par tous les moyens ceux qui s'opposaient à sa politique. Mais en même temps, les Chinois admirent chez lui le visionnaire et le chef. S'il a bien souvent méprisé ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme, il a fait la Chine et il marqua l'histoire de son sceau. Il avait dit en montant sur le trône que sa dynastie durerait 10 000 années. Il ne régna en fait que 14 ans et son fils dut céder la place au fondateur de la dynastie des Han. On prétend que cette musique fut l'œuvre de Confucius, un sage qui vécut 3 siècles avant Shi Huangdi, vers 500 avant Jésus-Christ. Son influence sur la civilisation chinoise fut considérable. Il œuvra par ses écrits pour une humanisation des rapports entre le peuple et ses gouvernants, et l'empereur s'efforça d'en limiter les effets en brûlant ses livres. Pour Confucius, l'esprit de tout gouvernement devrait résider dans l'harmonie sociale du haut en bas de l'échelle. La famille en était la base et l'image. La nation n'était à ses yeux qu'une vaste famille ayant à sa tête un père éclairé, gouvernant d'une main ferme soit, mais toujours soucieux de donner l'exemple d'une indiscutable morale.
Il mettait au-dessus de tout le sens de l'humanité, de la bienveillance et du respect d'autrui, obéissance au supérieur et justice envers l'inférieur. Le supérieur se devant de faire preuve d'honorabilité, d'éducation et de culture dans un monde où la femme avait sa place. La dynastie des Tang, qui succéda aux Han et aux Trois Royaumes, fut il y a plus de 1000 ans l'âge d'or de l'art et de la musique. De nos jours encore, l'art populaire y puise son inspiration dans le plus grand respect de la tradition. Les fresques murales ornant les tombeaux des empereurs Tang et des membres de leur famille sont d'un style très différent de celui de leurs prédécesseurs. Les scènes de guerre et de violence ont laissé la place à l'évocation de la douceur de vivre. À l'époque où nos ancêtres menaient une vie précaire et rude, la société chinoise était très raffinée, riche et cosmopolite. La plupart de ces grands poètes, peintres et musiciens vécurent sous les Tang. La dynastie fut aussi très célèbre par ses merveilleux cavaliers et ses brillants administrateurs. La Chine avait inventé la bureaucratie et les Tang perfectionnèrent cette méthode de gouvernement en créant une administration couvrant tout le pays, parfaitement organisée et fidèle à l'empereur. C'est grâce à ce système que l'empereur pouvait tenir dans sa main les rênes d'un pays dont la population déjà considérable s'accroissait sans cesse sur des étendues de plus en plus vastes. Un proverbe chinois dit « La montagne est haute et l'empereur est loin ». Pour l'homme du peuple, l'empereur était inaccessible. Il payait ses impôts, servait dans ses armées, subissait parfois les foudres de sa justice et voyait en lui autre chose qu'un simple faiseur de lois. Il croyait fermement que l'empereur avait reçu du ciel mandat de gouverner le monde. Son pouvoir lui venait de là-haut. Et nul n'aurait osé en douter. Qui pourrait mettre en doute l'existence du soleil? Sur les photos satellites de la Chine, on aperçoit nettement le carré parfait que dessine Pékin. Pékin qui fut la plus grande cité impériale du monde. Son tracé en forme de grille marque depuis des siècles le centre qui figure une sorte de 5e point cardinal où s'élève la cité interdite, siège de la vie et du pouvoir de l'empereur. C'est dans la cité interdite que naissent les 4 saisons, que le ciel et la terre se rencontrent et que toutes les forces de la nature s'harmonisent. Et c'est là encore, croyait-on, qu'était le centre de l'univers.
La conception et les dimensions de la cité interdite sont à couper le souffle. On trouve à l'intérieur des douzaines de cours, des centaines de bâtiments, de jardins, de temples, de canaux, sur plus de 100 hectares, dont le tracé géométrique a des proportions symboliques. Les grands halls sont les plus merveilleux jamais construits en Chine. Et les cérémonies officielles qui s'y déroulaient étaient parmi les plus magnifiques que put concevoir l'imagination humaine. Derrière les palais, d'autres murs protégeaient les bâtiments qui abritaient la famille impériale. L'épouse de l'empereur et ses concubines y étaient virtuellement prisonnières. Et hormis les eunuques et les serviteurs désignés par l'empereur, tout homme découvert en deçà des clôtures était mis à mort. Où que vous dirigiez vos regards, vous apercevez des dragons, symbole de la puissance impériale. L'empereur seul pouvait gravir en son centre le grand escalier de pierre dans une chaise à porteur. L'empereur seul avait droit à des murs peints en rouge, couleur attribuée à l'étoile polaire. Et l'empereur seul avait droit aux tuiles dorées, couleur du soleil. Le tracé concentrique de la cité interdite symbolisait l'univers. Au centre était le plus impressionnant édifice de tous, où l'empereur présidait les cérémonies les plus solennelles, le palais de la suprême harmonie. L'autorité de l'empereur était totale. Il ne répondait de ses actes que devant le ciel. Lui seul pouvait s'asseoir face au sud. Son nom était si sacré que nul n'avait le droit de le prononcer ni de l'entendre. Le regarder en face pouvait entraîner le pire des châtiments, la mort. Dans les occasions importantes, la robe qu'il revêtait représentait un dragon. Celle-ci est faite de plumes et de broderies de soie incrustées de perles et de corail. Les nuages, entourant les dragons, rappellent que son autorité lui vient du ciel. L'empereur est le chef de l'espèce humaine, mieux encore, son père. Ses sujets sont ses enfants, et ils lui doivent une totale obéissance. L'étiquette du palais était très élaborée et très méticuleuse. Elle répondait à l'idéal que Confucius se faisait d'une société parfaitement structurée, une pyramide
dont l'empereur était le sommet, et où chaque officiel avait sa place spécifique dans la hiérarchie du pouvoir. Parmi les centaines de bâtisses édifiées dans la cour intérieure se trouvent les 6 salles de l'Ouest, aux proportions plus humaines, plus intimes. C'est là que les empereurs du XVIIIe et XIXe siècle travaillaient, mangeaient et dormaient. Là vivait un monde étrangement exotique, un monde d'eunuques, de servantes, de concubines à l'éclatante beauté, dans un décor de merveilleuses œuvres d'art. Beaucoup d'empereurs furent des collectionneurs passionnés. Les plus habiles artisans dans le monde entier exécutèrent à prix d'or les œuvres les plus parfaites. Ces trésors firent partie de la collection privée de l'empereur Qianlong, sans doute le plus riche et le plus puissant de la dynastie mandchoue, qui régna de 1735 à 1796, quand la Chine était au sommet de sa puissance. L'empereur de Chine n'était pas un simple symbole, et encore moins un figurant. C'est de cette modeste salle de travail que Qianlong gouvernait son vaste empire et prenait les décisions dont dépendait le sort du quart de la population du monde. C'est là qu'il recevait un fleuve de ministres, de conseillers venus des 4 points cardinaux lui présenter des rapports qu'il annotait d'une encre vermillon dont lui seul avait l'usage. Et lui seul était maître de ses décisions. Au-dessus du trône étaient ces mots: équilibre, équité, bienveillance, harmonie. Les 4 vertus prônées par Confucius, auxquelles tout guide devait se soumettre. L'idéal étant que le pouvoir sans limite de l'empereur soit contrebalancé par sa sagesse et le souci du bien et des intérêts du peuple. Idéal auquel bien peu d'empereurs parvinrent, à commencer par le grand Qianlong lui-même. Et pourtant, cet idéal ne fut jamais remis en question à travers toute l'histoire de la Chine. Il survécut aux tyrans et aux incapables, aux massacres et au chaos, aux invasions et aux rébellions, et même, à la fin du pouvoir impérial, il s'imposa comme la règle d'or toute puissante d'une infinie sagesse.
Les Chinois parlent beaucoup aujourd'hui de la génération perdue, les fils de la révolution culturelle de Mao Tse-tung. La mémoire de l'homme est vivace et il n'est pas besoin d'être centenaire pour se souvenir de ce que la Chine a pu souffrir depuis le début du siècle. Les anciens ont traversé des périodes apocalyptiques. Pendant plus d'un demi-siècle, ils ont été emportés dans la tourmente de l'histoire. Ils ont survécu à des turbulences innombrables. Que de souvenirs. Pour beaucoup, les années 30 et 40 ont été un long cauchemar de sang, de chaos, de ruines. L'invasion japonaise, l'occupation d'une grande partie de la Chine, les millions de victimes. Puis la guerre civile entre les nationalistes de Chiang Kai-shek et les communistes. L'ascension de Mao Tse-tung, le chef charismatique des révolutionnaires. Ce fut une guerre atroce, une guerre cruelle. Et comme dans toutes les guerres civiles, ce furent les non-combattants qui payèrent le plus lourd tribut. « 1949, les communistes l'emportent. Mao Tse-tung gravit les marches de la porte de la paix céleste devant la cité interdite. Et il proclame la République populaire de Chine. Le 1er octobre 1949 reste en Chine un symbole de libération. C'est aussi la naissance de la révolution socialiste. Puis ce fut la réforme agraire. Les titres de propriété sont brûlés. Les anciens propriétaires furent châtiés, spoliés. Les terres redistribuées aux paysans. Ce devait être, tous l'espéraient, le départ vers une nouvelle société. Dans les années 50, on entreprit de reconstruire le pays, ruiné par des décennies d'occupation et de guerre civile. Une seule source d'énergie, un seul outil, la main de l'homme. Des millions et des millions de mains. Vers le milieu des années 50, les dirigeants communistes avaient consolidé leur position et ils purent penser à l'avenir. Leur chef incontesté était Mao. Leur tâche, rétablir l'ordre et l'harmonie pour ramener la prospérité. Ce qui avait d'ailleurs été le premier souci des empereurs, mais le rêve communiste avait une autre dimension. Mao voulait changer la société chinoise, remodeler les mentalités. Il voulait une Chine sans classe sociale, altruiste, idéaliste, autant que prospère. Et pour parvenir à ce but, il fallait mobiliser le peuple entier. Et ce fut en 1958 le célèbre Grand Bond en avant. Son objectif était de faire sortir la Chine des ténèbres pour l'ouvrir du jour au lendemain à l'idéal communiste. Dorénavant, il n'y aurait plus de propriétaires terriens. Les paysans devraient tout mettre en commun. Ne plus travailler seulement dans le cadre familial ou dans celui du village, mais dans de vastes ensembles collectifs, les communes populaires. Chacun devrait se livrer aux menus travaux, partager la même nourriture,
toucher le même salaire. Et en plus de l'agriculture, chaque groupe devrait aussi entreprendre des travaux d'intérêt collectif. Mao imposa ses vues, même quand cela allait à l'encontre des traditions rurales. Il espérait que les paysans seraient motivés par l'idée d'œuvrer pour l'avènement de la nouvelle société. La suite prouva qu'il s'était trompé. Des objectifs trop ambitieux et une mauvaise organisation provoquaient dans les communes un véritable chaos. Des récoltes pourrirent sur place, faute de moyens de transport. N'étant pas stimulés, peu de paysans firent preuve de dévouement à la cause que Mao avait escompté. Ce fut le désastre. Et des conditions climatiques défavorables aggravèrent la situation. Les typhons et les inondations firent le reste. Les dirigeants ont reconnu depuis que la disette avait fait 20 millions de victimes. Et pour les paysans, le bond en avant se traduisit par un surcroît de misère. Ces années ont été dures. Plus rien à manger. Beaucoup sont morts de faim. Nombreux sont les Chinois qui ont conservé de cette expérience un amer souvenir. Le Chinois est par nature traditionnaliste. Une nation en majorité composée de villageois, dont toute la vie est essentiellement basée sur la famille, ne peut se changer du jour au lendemain en société collectiviste. Un marché libre, comme celui-ci, où les paysans peuvent aujourd'hui vendre leurs propres produits, n'aurait jamais pu renaître si les conceptions de Mao avaient continué de prévaloir. L'initiative individuelle aurait continué de se fondre dans l'effort strictement collectif. Mais Mao n'écoute ni l'influence modératrice de Zhou Enlai, ni les dirigeants comme Deng Xiaoping. Qu'importe que le chat soit noir ou blanc s'il attrape des souris, dit Deng. Mais pour Mao, le chat devait être rouge. En 1966, Mao, déçu par les intellectuels, soucieux de renouveler le parti, d'affaiblir la bureaucratie et de purger l'armée, se tourne vers la jeunesse. Une jeunesse qui n'était pas marquée par le souvenir du passé et dont l'énergie et l'enthousiasme allaient devenir ses meilleures armes. Au milieu de l'été 1966, Mao leva le rideau sur l'acte final, le plus spectaculaire de son règne, la grande révolution culturelle à partir d'une affiche murale apposée dans l'université de Pékin. Devant la porte de la paix céleste, il apparut au peuple comme un empereur. Entouré du président de la République, Liu Shaoqi, et de Lin Biao, le maréchal, héros de la guerre de Corée, et les autres. Les parades de l'automne 1966, organisées pour inspirer une émotion mêlée de respect et de crainte, prirent une ampleur à la mesure de la nation la plus peuplée du monde. Sur l'estrade, près de Mao, mêlée aux autres dirigeants du parti, se tenait sa femme, Jiang Qing. La nation tout entière défila sur l'immense place comme une marée frénétique, fanatisée par l'esprit de la Révolution. Mille années, criait la foule. Un souhait autrefois réservé aux empereurs.
On l'appelait Grand Timonier, soleil rouge qui pour toujours réchauffera nos cœurs, phare de la Révolution qui nous est plus cher qu'un père. Une campagne destinée à élever Mao au rang de divinité fut savamment orchestrée. Une génération entière fut manipulée afin de faire de lui l'idole de la nation. Ses paroles furent pieusement recueillies et publiées dans un petit livre rouge qui devint la Bible du peuple et que chacun dut apprendre par cœur. Celui qui ne pouvait en citer chaque verset était mis à l'index par ses compagnons. On appela les jeunes fidèles de Mao, on dirait aujourd'hui ses fans, les gardes rouges. Il était persuadé que l'ordre nouveau ne saurait naître que du tumulte, et il leur promit que s'il l'aidait à mettre en pièces les vieilles structures et à en jeter les débris aux quatre vents, le communisme passerait du rêve à la réalité. Et les gardes rouges se répandirent partout pour chanter le cantique de la Révolution. Certains allèrent même, dans plusieurs cités, jusqu'à inverser les feux destinés à régler la circulation. Dans la nouvelle société, le rouge n'était-il pas le symbole de la marche en avant? Tout ce qui rappelait le passé devait disparaître. Les enseignes des magasins, le nom des rues, tout ce qui rappelait les anciennes traditions fut détruit, saccagé. Musées, palais, œuvres d'art. Et surtout, tout ce qui évoquait Confucius, dont les enseignements symbolisaient le passé féodal. Mais la cible préférée de la révolution culturelle, ce furent les hommes qui appartenaient à la classe dirigeante et cultivée. Beaucoup d'entre eux furent contraints de travailler la terre pour en tirer la leçon. Mao avait toujours méprisé les intellectuels et les bureaucrates, et il organisa contre eux une campagne de haine menée par un groupe d'extrémistes qui avait gagné sa confiance. Et tandis que Mao prenait quelques reculs, ils dirigèrent le pays en dictateur. Ils devaient devenir célèbres sous le nom de Bande des Quatre. Leur chef était la propre épouse de Mao, Chiang Ching. L'écrivain Xiao Chang eut plus de chance que beaucoup d'autres. Il survécut. Il avait passé 7 ans dans un camp de travail pour avoir publié son opinion sur le régime. Pendant la révolution culturelle, il fut attaqué, sa maison détruite, ses livres et ses papiers brûlés, l'œuvre de toute une vie anéantie. Chiang Ching et sa bande détruisirent les classiques et entreprirent de massacrer les hommes. C'était plus une révolution, mais une entreprise de meurtre. Ce fut l'ère de la terreur. Professeurs, médecins, avocats, écrivains furent agressés et humiliés. Beaucoup furent torturés, exécutés ou conduits au suicide. Comme à une époque en Europe, ça y ressemblait fort. On détruisit par le feu des livres et des hommes. Mao se vantait que si Tsin Che Huangti avait brûlé 460 intellectuels, il en avait quant à lui supprimé 100 fois plus. L'utopie créa vite l'enfer. L'économie se désintégra.
1976, la Chine fut comme frappée de stupeur. 10 ans après avoir lancé la révolution culturelle, la nation avait cru en son grand timonier, elle avait fait de lui un dieu, et voilà qu'il n'était plus, et que le pays était au bord de la ruine. Le sage, l'omnipotent, s'était donc révélé faillible après tout. Et comme un immense banc de poissons, la population sembla changer brusquement de cap. Tout le mal venait de la bande des quatre. L'ex-épouse de Mao, les 3 autres membres de la bande et leurs principaux lieutenants furent arrêtés et jugés. On estime que le nombre des morts a dépassé 1 million. Le journal du peuple parlait d'au moins 100 millions de citoyens qui avaient souffert de la révolution culturelle. La bande des quatre fut rendue directement responsable de 34 000 morts. Mais Mao ne fut pas personnellement mis en cause. Dans le passé, les fautes des empereurs n'étaient-elles pas l'œuvre de mauvais conseillers? Et ce n'était pas la première fois dans l'histoire que la vindicte publique s'en prenait à une femme. Jiang Qing ne se démonta pas et fit face. Vous osez accuser la femme du président Mao. Nous avons vécu 38 ans ensemble. Connu de durs moments. J'étais la seule femme qu'il est accompagné pendant la longue marche. Où étiez-vous tout ce temps? Jiang Qing est condamné à mort. Il lui est accordé un sursis de 2 ans. Vive la Révolution! La sentence prononcée, chacun fut convaincu que la ruine du pays incombait à ses chefs et non pas au peuple. Et personne n'osa poser la question, surtout en public, de savoir comment des centaines de millions de Chinois avaient pu se laisser abuser par une poignée d'extrémistes. On entreprit d'ériger un mausolée de marbre pour recueillir le corps de Mao. Il fut placé au centre de la place de la Paix Céleste, sur l'axe sacré nord-sud, réservé aux seuls empereurs. Les ouvriers qui construisirent le tombeau de Qin Shi Huangdi, 22 siècles auparavant, devaient ressembler à ceux-ci. Mao, comme le premier empereur, avait changé l'histoire, créé une nouvelle Chine. Mais, comme son illustre prédécesseur, il n'avait pas pu balayer le passé. Les nouveaux dirigeants dirent que, bien que héros de la Révolution, il avait commis de graves erreurs. Comment le peuple pouvait-il s'y retrouver? Les jours de repos, 80 ou même 90 000 visiteurs pénètrent dans ce qui fut autrefois la cité interdite. Beaucoup, arrivés par familles entières, sont venus de très loin pour voir de leurs yeux ces monuments célébrant la gloire et l'autorité des empereurs. Pour un Chinois, l'histoire n'est pas que la relation objective des événements du passé, mais une leçon pour le futur, une morale, une directive. Et c'est de l'État que viennent les directives. Quelques années auparavant,
on leur disait que toutes ces splendeurs symbolisaient l'autorité oppressive dissimulée sous le masque de la divinité. Une tyrannie dont Mao les avait délivrés. Et voilà qu'aujourd'hui, on leur disait que le grand timonier lui-même s'était revêtu de ces mêmes emblèmes. Et ils en avaient expérimenté les effets désastreux pendant la révolution culturelle. Mais sa longue histoire a rendu le peuple philosophe quant à ses dirigeants, comme il l'est pour les caprices du temps, tantôt bienfaisant, tantôt menaçant, mais toujours changeant. La vie quotidienne du peuple chinois est profondément enracinée dans sa croyance en la grandeur de son pays, de la tradition qui perdure de génération en génération, et du sens de la famille. C'est à ces principes éternels que la Chine doit sa faculté d'adaptation. D'où que souffle le vent, le dragon fait toujours face.